avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Samantha. Alors Samantha, elle est mère de 8 enfants et auto-entrepreneuse spécialisée en parentalité. Dans cet épisode, Samantha nous amène à travers son incroyable parcours de vie, marqué par des défis majeurs et des triomphes poignants. Alors 8 enfants, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Dans ma conception, dans mon vécu, dans mon expérience personnelle et dans les situations dans lesquelles je pouvais me projeter dans la parentalité, 8 enfants, c'est juste incroyable, malgré le fait que, par exemple, ma mère sort d'une Adelphi de 12 enfants. Donc voilà. Mais voilà, je me projetais pas du tout là-dedans et c'est avec beaucoup de plaisir que j'échange avec Samantha, qui nous partage son expérience parentale où l'absence de modèle de bienveillance à ses débuts l'a poussée à développer une approche unique et respectueuse de ses enfants. Elle raconte aussi comment elle considère ses enfants comme des individus à accompagner et non à posséder, et de l'importance de s'excuser et de discuter des émotions. C'est une philosophie qui a transformé positivement les relations frères-sœurs au sein de sa famille. Mais l'histoire de Samantha n'est pas seulement celle d'une mère dévouée, engagée, c'est aussi celle d'une battante. Elle nous rapporte ses défis médicaux, notamment une occlusion intestinale, une chirurgie d'urgence et la découverte d'un cancer de stade 3. Malgré ces épreuves, avec le soutien inébranlable de son mari Benjamin, Samantha a surmonté ces obstacles avec courage et résilience, retrouvant peu à peu ses forces. Elle nous parle également de la complexité de la transition, par moment, vers l'instruction en famille, de ses choix d'accouchement naturels en réponse à des expériences médicalisées compliquées, et de la gestion quotidienne de sa grande famille. Samantha partage comment chaque expérience, du diagnostic médical à la naissance de jumelles pendant la période du Covid-19, a enrichi sa compréhension de la parentalité et de l'importance de l'adaptabilité et de l'autonomie. Cet épisode est un voyage émouvant qui vous inspirera, je pense, comme il l'a fait pour moi, à revoir nos approches parentales et à apprécier le pouvoir de la bienveillance et du soutien communautaire. Alors installez-vous confortablement et plongez-vous avec nous dans cette conversation passionnante avec Samantha. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de cet épisode. On y va tout de suite avec ma première question. Samantha, comment est-ce que toi et ton mari, vous êtes arrivés à vous dire « on va faire 8 enfants ». Je vous souhaite une bonne écoute. Honnêtement, quand on s'est rencontrés, on était très jeunes, on avait 16 ans. Mais moi, j'ai toujours voulu une grande famille. Je suis fille unique, mais j'ai grandi avec beaucoup de cousins et cousines, donc très entourée. Je me suis toujours occupée de plus petits, vraiment, c'était mon truc, quoi. Donc c'était clair dans ma tête que je voulais une famille nombreuse. Alors, il n'y avait pas forcément de chiffres. Je disais en rigolant que j'en aurais 10. Bon, ça ne voulait pas dire que j'en aurais 10, mais voilà, c'était pour donner un chiffre vraiment un peu extravagant. Et puis donc, j'ai rencontré Benjamin et on a discuté au bout d'un moment, voilà, de notre vie future. Et lui aussi, il voulait beaucoup d'enfants. Alors lui, par contre, lui disait 6. Alors tu vois, c'est pas on en veut 6, on en veut 10, quoi. Mais ça donnait une idée, quoi. Vous avez quand même coupé la parole. Voilà, c'est ça, sans faire exprès. Et du coup, après, ils arrivent au fur et à mesure, quoi. Après le premier, tu dis, ah bah oui, un deuxième, et puis ça vient petit à petit. Mais c'est vrai que on a eu Rosanne, donc c'est notre première. J'avais 22 ans. Mais du coup, ensuite, comment ça s'enchaîne parce que 8 ans, 12 ans, il y en a qui sont quand même très rapprochés, du coup, quand même. Alors, déjà, il y a des jumelles. Ah ouais, tu peux nous faire un peu l'historique du truc, Oui, s'il te plaît ? alors, donc il y a Rosanne, qui va avoir 16 ans, donc qui est née en 2008. Ensuite, assez rapidement, en fait, on s'est dit, c'est bien si on a un deuxième. Donc voilà, on a eu Emma, donc 1 an et demi après. Et puis ensuite, pour être tout à fait honnête, moi, mon passage le plus difficile, ça a été de 1 à 2. Après, c'était une période de vie où Benjamin, il étudiait en même temps qu'il travaillait. Moi, je travaillais un petit peu, enfin autant que je pouvais en gérant les enfants sans les mettre en garde. Donc bon, c'était bien plein. On a eu un bébé qui dormait pas beaucoup. Ça n'aide pas. Et donc, on s'est dit on va faire une petite pause. Et puis finalement, Mélodie est arrivée avec
toute sa bonne humeur. Ma plus grande avait 3 ans. Ta plus grande avait 3 ans. Donc, on en a eu 3 en 3 ans. Donc les autres avaient 3 ans, 1 an et demi. demi, Ouais. et puis Mélodie qui est arrivée. Alors, bébé, parfait. J'aime pas dire ça parce que ça avait une pression sur l'enfant. Mais franchement, elle dormait hyper bien. On est rentré de la maternité. Facile à accompagner. Quoi. Au bout de 3 jours, elle faisait 12 heures par nuit. Ok, donc là, il y a plein de parents qui te détestent. Oui, c'est ça. Mais j'en ai eu qu'une sur les 8 comme ça. Après, vous verrez, c'est pas la même chose. Donc, facile à accompagner, comme tu dis. J'aime bien cette expression. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas un quatrième maintenant. Donc, on a eu Attends, Jeanne. tu viens d'avoir ta 3e, là? Je viens de... Non, mais pas tout de suite. Mais Genre... je veux dire, rapidement, mais c'est quoi rapidement? Parce que tu vois, par exemple, pour moi, rapidement, c'est déjà 2 ans après la naissance. Ah oui, non, commence à réfléchir. 1 an après, quoi. 1 an après. Vous vous dites, on y va, quoi. Ouais, on s'est dit Okay. un quatrième. Je dis une quatrième parce que je sais maintenant que c'est une fille. Mais à l'époque, on se dit un quatrième. Okay. Et puis, donc Jeanne arrive. Donc, elle arrive 2 jours avant les 5 ans de la plus grande. Et ensuite, donc, il y a Paul qui arrive. Donc, la plus grande, elle a 7 ans. Donc, voilà. 2 ans après, alors. 2 ans après, voilà. Ah oui, t'as vu en espace, quand même. Là, ça y est. Cool. Et, donc, 5 en 7 ans. Donc, 5 en 7 ans, oui. Okay. Paul, il arrive avec une malformation cardiaque qui n'avait pas été diagnostiquée in utero. Gros moment de stress à la naissance, même si on l'a vécu paradoxalement assez sereinement. On avait confiance. Opération à cœur ouvert, on a été en réa. Enfin, oui, il avait une transposition du gros vaisseau. Il a été en réa à la naissance, mais comme ça n'avait pas été diagnostiqué, l'opération n'était pas possible là parce que c'était une très lourde opération. Donc, il a été opéré à J3. Mais normalement, en fait, si ça avait été diagnostiqué in utero, c'est une opération qui est directe, qui est programmée. Alors, pour la petite anecdote, c'était quand même... ça s'est passé, je vais dire, de la façon la plus douce possible pour nous, parce qu'en fait, pendant cette période, nous, on habitait sur Nantes, et mon mari, il a pris un travail à Toulouse. Donc moi, je suis restée à Nantes avec mes 4 enfants, enceinte de mon 5e, les 6 derniers mois de grossesse toute seule. Enfin, il revenait le week-end. Mais bon, c'était juste le samedi, en fait, parce qu'il arrivait le vendredi soir hyper tard et il repartait le dimanche pour travailler. Donc, je me dis, finalement, c'était bien de ne pas le savoir, parce que ça aurait rajouté un énorme stress, oui, c'est sûr, tu vois, pendant qu'il n'était pas là. Donc, finalement, on s'est dit que les choses s'étaient bien faites et que ça nous a permis de vivre les 6 mois où il n'était pas là assez sereinement et après de pouvoir vivre ensemble. Et Paul va bien aujourd'hui? Paul va bien aujourd'hui. Oui, peut-être que j'aurais peut-être pas le même discours si... Ouais. Voilà, mais c'est sûr que... Mais il va bien. Et puis, c'est vrai qu'on voulait pas un petit dernier. Tu vois, donc on s'est dit, bon voilà, on en a eu 5 ans, 7 ans. Si on met, 3, 4, 5 ans à en avoir un autre, ça fera un petit dernier. Et ça nous disait pas, quoi, tu vois. Donc on s'est dit, parce que pour la petite anecdote, on voulait pas de chiffre impair. Je sais pas pourquoi, mais... C'est donc 5, ça allait pas. Alors on s'est dit 6. Et laisse-moi deviner, c'est là qu'il y a des jumelles. Il y a des jumelles. Voilà. Ok, combien de temps après les jumelles? 2 ans. 2 ans. Donc 2 ans, on se dit petit 6e. Et puis on se disait, je pense que ça sera... Tu vois, on n'était pas sûr, mais on se disait, bon, ça va. Voilà, 6e, ça ira. Et puis, on se sentait complet, quoi. J'ai mis du temps parce que donc, les 5 premiers, je les ai eus à Nantes. Et puis, donc, en arrivant à Toulouse, je n'avais pas de personnes qui pouvaient... Enfin, je connaissais personne qui pouvait suivre ma grossesse. Donc, comme c'était mon 6e, tu vois, je l'ai pris très, très cool. J'ai mis du temps à chercher. J'ai finalement trouvé une sage-femme très chouette. Et donc, j'arrive. Et en fait, j'étais hyper malade. Donc, j'étais à la fin de mon premier trimestre. J'étais vraiment hyper malade. Et les enfants, ils s'arrêtaient pas de dire... c'est pas possible, maman, t'en as plusieurs. Mais moi, je disais, mais non, c'est parce que je suis fatiguée, forcément. Je me disais, bon, mon corps, il commence à être fatigué. Et j'arrive et je lui dis, je pense qu'il y a un souci quand même parce que je le sens pas. Je sentais pas, tu vois. Bon, j'avais l'habitude. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci. Donc, je m'attendais quand même à une annonce à demi-teinte, quoi. Je me permets là de poser la question, je vais revenir dessus parce qu'en fait, ça me vient tout de suite. C'est quand tu dis je le sens pas et tout, est-ce que tu n'as eu que des grossesses qui sont allées à terme? Non. Ok, on y reviendra après. Et là, tu te dis, c'est encore plus fou. Comment elle a pu caser des grossesses entre Oui, elles. non, mais c'est...
Bref, et du coup... C'est pour ça qu'on va y revenir. Et du coup, en fait, Tu sentais pas. Je le sentais pas. Et puis, je m'allonge. Elle me met pour faire l'échographie. Et puis, je vois qu'il y a un bébé. Donc, je fais, il y a un bébé. Et enfin, avec beaucoup de joie. Parce que je m'attendais. Mais oui, mais non, mais parce que je m'attendais. Tu vois, je m'étais préparée au fait que ça puisse être un œuf blanc. Ou, enfin, voilà, je m'étais quand même préparée à différents. Et en fait, elle me dit non. Et je dis, si, je le vois. Elle me dit, non, il n'y en a pas un. Alors, en rigolant, je lui dis, il y en a 2. Et elle me dit, oui. Et là... Là, t'étais pas prête. Non, là, j'étais pas prête. Je ne m'y attendais, mais absolument pas. Alors, c'était toute une explosion d'émotions, là, sur le coup. Mais j'étais très contente parce que mon mari, il avait toujours rêvé de jumeaux. De jumelles, en fait, particulièrement. Du coup, j'étais contente, en fait. Il n'était pas là à ce moment-là, malheureusement, parce que on n'avait pas pu faire garder les enfants. Il était en bas, en train de garder les enfants dans la salle d'attente, en fait. Okay. Donc, j'ai dit, vous pouvez aller le chercher, parce que moi, je ne sais pas comment je vais lui dire. Enfin, dans le sens... Écoute, chérie, si tu veux faire une équipe de hand, c'est bon. Non, mais dans le sens, je voulais que ce soit un moment... bien sûr, je savais comment lui dire, mais tu vois, je voulais qu'il le vive pleinement. Quoi. Oui, bien sûr. Oui. Donc, ça a été une grossesse hyper suivie parce que juste après, Paul qui avait une malformation cardiaque. Mais oui, grossesse gémellaire. Et grossesse gémellaire. Donc, grossesse bien suivie. Alors moi qui aime bien ce qui est très, entre guillemets, loin du médical, enfin le plus naturel possible. Et puis après ça, elles sont nées, on a eu des jumelles qui avaient beaucoup de besoins, enfin une plus particulièrement. Quand je parle de beaucoup de besoins, c'est-à-dire qu'on dormait 1h30 par nuit pendant entre 1 an et 18 mois, quoi. Donc là, du coup, tu refais pas de bébé tout de suite. Non. Là, c'était... non. Mais par contre, vous êtes devant un dilemme. Oui, mais pour le coup, il y en a 2 d'un coup. Oui, mais le chiffre impair, c'était plus pour cette idée de... Il y en a un tout seul, tu vois. Oui, mais là, du coup... Ouais, alors bon, je sais pas, tu vois, ça nous a pas percuté à ce moment-là comme ça. On s'est pas dit, c'est un chiffre impair. Ah non, mais tu sais, j'imaginais la réaction. Ah merde, non, ça fait 7. Putain, non, faut faire un 8e, quoi. Je crois que le chiffre impair, c'était plus dans le sens, ce truc de il y en a un tout seul. Enfin, tu vois, il n'y a pas de binôme. Même si en fait, il n'y a pas de binôme existant. Il n'y en a jamais un qui est. Il n'y a pas vraiment de binôme existant, tu vois. Et ça bouge tout le temps, mais je sais pas. Au départ, tu vois, ce qu'on s'était dit, c'est c'est bien si on en a. Oui, puis il y a des trucs comme ça, tu sais, qu'on réfléchit pas forcément. En fait, il y a des chiffres, il y a des choses qui nous rassurent pour des raisons. Oui, c'est ça. Quoi, aussi, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que là, la question du 7 ne se pose plus du tout. Bah oui. Surtout qu'en fait, c'était bien parce qu'il n'y avait pas de petits derniers. Elles étaient 2. Bah donc, oui. Elles étaient 2, elles étaient déjà ensemble. Voilà. Donc voilà, le temps passe. Donc, alors, franchement, la première année, on n'a pas du tout parlé de bébé, bien évidemment. Après est revenu un peu le sujet en se disant est-ce que c'est vraiment fini ? Est-ce qu'on se sent complet ? Tu vois, c'est un peu ça la question. Est-ce que. Voilà. Et ça venait, ça partait, quoi, tu vois. Quand il y avait des moments où on dormait pas du tout, c'est hors de question qu'on recommence. Et puis hop, une bonne nuit. Et puis, c'est ça. Et puis quand tout allait bien, c'était quand même. Bon, finalement, voilà, on a décidé d'en avoir un autre. Donc, Thomas est arrivé 3 ans après. On a fait une vraie avancée, là. Gros. Ouais, mais si tu comptes, ça me fait rire parce que je me suis dit, si tu comptes par enfant, ça fait quand même 18 mois, tu vois. Comme il y en avait 2. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais oui, comme tu en as eu 2 d'un coup, ça fait quand même 18 mois. C'est vrai. Et donc, du coup, les jumelles, c'était 7 en 9 ans. Et puis, Thomas, ça fait 8 en 12 ans. Ok, 8 en 12, 7 en 9, 5 en 7, etc. 3 en 3. Juste pour revenir sur le sujet, sur la parenthèse que j'avais ouverte, du coup, dans ces 7 grossesses qui sont à la terme, tu as connu des arrêts naturels de grossesse, c'est ça ? Oui, j'ai commencé par faire une fausse couche. Donc, avant d'avoir ma première, Rosanne, j'ai fait une fausse couche. Et entre Jeanne et Paul, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Ok, donc 9 grossesses en 12 ans. Ok, enfin un peu plus de 12 ans du coup, non, 13 ans. Oui, 13 ans. 13 ans. Mais quand même. Je dis ça genre, ça va quand même. Ok, juste comme ça, histoire d'avoir une palette, parce qu'en fait c'est un peu compliqué de te demander de raconter chaque accouchement. Bah oui, bien sûr. Ça c'est une évidence. Du coup, ma question, ça va plutôt être, comme tu parlais du fait d'avoir
un accompagnement assez peu médicalisé, le plus naturel possible, c'est les mots que tu as utilisés. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dès ta première grossesse et ton premier accouchement? Est-ce que tu as toujours accouché par... J'ai plusieurs questions là qui vont s'enchaîner. Est-ce que tu as toujours accouché par voie basse ou est-ce qu'il y a une progression? Et si oui, comment ça s'est fait? Pour moi, l'accouchement, c'était quelque chose de naturel. Enfin, avant que j'accouche, j'avais cette idée, l'accouchement, c'est quelque chose de naturel que les femmes font depuis la nuit des temps. On devrait pouvoir le faire. On a cette puissance en nous de pouvoir le faire. Malheureusement, ma premier accouchement a été tout l'inverse. C'est-à-dire que Rosanne, en fait, elle a dépassé le terme. Mais en fait, ils se sont rendus compte après coup, enfin, m'ayant laissé dépasser le terme, que le liquide amniotique était teinté. Et donc, d'un coup, urgence, voilà, il faut déclencher. Donc là, tu t'y attends pas. Ça a été très long et j'étais dans un CHU. Là, par contre, parce que je n'avais aucune connaissance de la palette possible. Moi, j'étais enceinte, je devais accoucher. Pour moi, j'allais à l'hôpital à côté de chez moi. C'était le CHU. Donc, je voulais quelque chose, le moins intrusif, mais en même temps, je savais pas qu'il y avait d'autres options, tu vois. Enfin, voilà. Tu ne connais que les options qu'on a bien voulu te donner. Oui, voilà. Celles qui sont à ta portée. Quand tu n'approfondis pas forcément le sujet avant. Et effectivement, en plus, j'avais été suivie par mon médecin traitant, qui était super, mais qui, du coup, c'était pas une sage-femme, tu vois, c'était pas quelqu'un qui allait me donner des informations peut-être autres. Donc, du coup, voilà, j'arrive au CHU. Et donc, qui dit CHU dit élève. Donc, qui dit élève dit... erreur, inexpérience. Oui, non, et puis surtout, y a plusieurs passages, quoi. Tu vois, on vient et elles viennent tuer leur cobaye, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Elles ont besoin d'apprendre. Mais bon, voilà, à ce moment-là, tu te sens quand même un cobaye parce que tu es dans un moment de vulnérabilité. Donc, ça a été très long. On a commencé le déclenchement à 14h le jeudi et elle est née à midi le vendredi. C'est peut-être pas très long, mais pour un déclenchement, c'est long. Voilà. Du coup, quand elle naît, en fait, j'ai un problème avec le placenta, je dois avoir une révision utérine, j'ai une épisiotomie qui fait des kilomètres. Elle a un problème, donc elle doit être emmenée, faire des prélèvements, etc. Enfin, rien de ce que j'ai imaginé, quoi. Moi, je fais une septicémie, tu vois, vraiment rien de ce que j'ai imaginé. Alors, à ce moment-là, je me dis, merci d'être à l'hôpital quand même, parce que voilà. Heureusement que t'es au CHU, quoi. Voilà, ça veut dire que, bon. À ce moment-là, je dis quand même, voilà, si j'avais été à l'époque où ça n'existait pas, je serais morte. Et voilà. Et peut-être que ton bébé aussi. Et peut-être mon bébé aussi. Malgré tout, ça reste dans ma tête que ça doit être plus naturel. Parce que malgré tout, je pense, il y a eu beaucoup de passages. Enfin, tu vois, je suis à l'hôpital, les maladies nosocomiales, je me dis quand même, est-ce que ça aurait pu se passer différemment si... Donc, du coup, prochaine étape, je veux aller... En fait, à Nantes, il y a une clinique qui est... du coup, je me renseigne. Quand même, vu que j'ai fait une hémorragie, j'ai une maladie nosocomiale, laisse tomber, accoucher à la maison, personne ne veut le faire. Et puis, voilà. Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est même pas une option. Je me dis, je vais chercher ce qu'il y a de plus naturel, en fait. Pour la deuxième, là. Voilà, pour la deuxième. Il y a une clinique à Nantes, et donc c'est là où j'ai accouché de tous les autres. Ok. Jusqu'à Paul, quoi, tout ça à Nantes. Fait. Il y a une clinique qui est réputée pour être assez... pour t'accompagner le plus physiologiquement possible. Donc, tu vois, par exemple, quand j'ai dû être déclenchée à ma 3e, ils l'ont fait par acupuncture. Tu vois, voilà, donc c'est quand même le plus... Enfin, si t'as envie. Après, rappelons que l'acupuncture médicale, ça existe. Oui, bien sûr. C'est important de le dire. Et franchement, moi, ça a super bien marché. Et du coup, j'en ai refait en amont à ma 4e. Ça a été un accouchement... Le fait d'avoir fait en amont, ça a bien préparé le terrain et ça a été super chouette. Pour la deuxième, il n'y avait pas de place dans cette clinique, donc je vais dans une autre clinique. C'était un entre-deux, quoi. C'était un entre-deux entre le CHU et la super clinique Jules Verne. Par contre, du coup, à partir de là, je fais des sorties précoces. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, je vais bien, je m'en vais. Okay. Je reste pas à l'hôpital. Tu allaites ? Comment ? Oui, j'allaite, oui. Voilà, et puis après, quand je suis arrivée ici, en fait, j'ai eu les jumelles. Ouais. Donc là, c'est très médicalisé. L'accouchement aussi, t'as pu ? Ouais. Ok.
C'est celle que j'ai allaitée le plus longtemps. C'est un challenge quand même d'allaiter des jumelles et des jumeaux. Donc, ouais. Jumelles, arrivées à terme, ouais. des jumeaux. Donc elles sont nées 3,7 kg et 3,3 kg. Thomas, ça a été compliqué. Si je me lance là-dedans, je crois que je vais pleurer. Thomas, ça a été compliqué parce qu'en fait, c'est un bébé qui est né pendant le Covid. Donc je savais que c'était mon dernier. Donc, tu vois, je m'étais fait tout un projet de naissance. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque mon mari n'a pas pu être là. Enfin, il n'a pu être là qu'au moment de la délivrance, en fait. Mais finalement, vivre toute la préparation toute seule, tu vois, ça m'émeut. C'était pas ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que tu veux vivre, surtout quand tu te dis que c'est ton dernier. Mais je pense aussi beaucoup à toutes les femmes qui ont eu leur premier dans ces conditions, et je me dis que personne ne devrait vivre ça, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, il y a un vrai sujet. On serait même en droit de se demander si du coup, ces conditions de 2020-2021 n'ont pas aussi mis un grand frein au réarmement démographique de notre nation. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on est en droit de se demander. Ah quoi. oui, c'est parce qu'il y a quand même eu une explosion de souhaits d'enfants uniques dans cette période-là. Donc bon, toujours est-il que des grossesses qui sont quand même restées accompagnées médicalement, dans une structure médicale, mais avec un souhait physiologique mieux respecté possible à chaque fois. Et ton mari, du coup, il était là à chaque fois, il a pris son congé paternité à chaque fois hein. Alors, la première fois... On va essayer de faire une photo d'ensemble. Ouais, la première fois, il n'avait pas de congé paternité parce qu'il était étudiant et il travaillait l'été. Donc, on a fait, encore une fois, comme on a pu. Mais il a été très présent quand même, à sa façon. Il a pris des vacances, en fait, fin août. Donc, elle avait 1 mois et demi, mais voilà, il a pris des vacances avant de recommencer l'école et le travail. Mais après, oui, il a toujours pris son congé paternité. Il a toujours été hyper présent. Donc, j'allaite. Donc, ça veut dire pas être biberon. Mais par contre, voilà, c'était lui qui allait chercher le bébé la nuit. C'était lui qui allait changer la couche. Il était très investi dans les bains. Et puis même, je me dis, tu vois, t'allaites, notamment quand tu te retrouves à allaiter des jumelles avec 5 derrière. À un moment, tu peux pas, tu vois. Enfin, il faut forcément qu'il soit là ou que tu aies du relais. Peut-être que vous avez du relais aussi. Pour les jumelles, on a eu ma maman qui, à ce moment-là, s'est investie. Parce que c'est un vrai gros sujet quand même. Là, tu te retrouves... autant si tu veux, et même quand t'allaites pas, parce que c'est vrai que je suis en train de parler d'allaitement, et même quand t'allaites pas, on en parlait avec Hélène, Madame Meuf dans le podcast, elle a eu des jumeaux, donc elle a juste eu des jumeaux, enfin juste, toute proportion gardée, mais elle disait que c'était l'usine, quoi, les biberons, tu vois. C'était l'usine, notamment les premières semaines, quoi. C'était vraiment l'usine. Tout ça pour dire que allaitement ou pas, il y a quand même une charge qui est monumentale et que seul, je suis retrouvé avec 5 derrière. Je sais pas comment... c'est avant d'aller sur le sujet d'éducation que vous avez souhaité développer avec vos enfants. Tu disais juste au début que le passage le plus dur pour toi, c'était de 1 à 2. Ouais. Pourquoi ? Peut-être avec... elles avaient 18 mois d'écart. Ce qui est quand même un facteur... Oui, ce qui est un facteur... Oui, est-ce que j'ai su... ce à quoi j'ai fait attention après, mais est-ce que j'ai su bien préparer ma première, tu vois, à l'arrivée d'un bébé ? Ouais, la transition, elle n'a pas été simple. Et je te dis, il y avait un bébé donc qui ne dormait pas bien du tout. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais pour moi, sincèrement, ça a été un moment où je me suis sentie un peu dépassée... Moi, si je peux juste amener mon élément personnel et aussi ce que j'ai eu de mes interviews, je pense notamment à Sévanie, à Cécilia dans le podcast, qui elle a 4 enfants. On explique aussi que ce moment de 1 à 2 a été vraiment le plus dur. Moi, la seule chose que je peux te dire, et pourtant nous, tu vois, il y a 5 ans et demi d'écart, c'est que, en fait, ce qui change vraiment, je trouve, c'est que on a ce vécu du premier postpartum, on a ce vécu du premier... Je dis pas que c'est facile, hein. Attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est facile, mais en tout cas, quand ton bébé dort, déjà, tu peux dormir. Bien entendu, il y a les tâches de ménagère et tout, mais en tout cas, tu as l'option de dormir. Pareil, la nuit, tu vois, ton bébé est réveillé, mais on peut se relayer. Et puis même, voilà, même si bébé dort pas, si c'est compliqué, on peut se relayer. Et à 2, enfin avec 2 enfants, là, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, t'as plus cette option-là. Et c'est quand même une sacrée grosse option qu'on s'enlève. Et c'est là où je me dis que le passage de 1 à 2, en effet, en tout cas, ce que je retrouve dans ton discours, dans celui de Cécilia, etc., et d'autres personnes que j'ai interviewées, c'est que
le passage de 1 à 2, en fait, t'as un petit peu ce mur que tu te prends dans la phase de la fatigue. En fait, t'as un niveau de fatigue qui est bien plus élevé parce que t'as moins d'options de récupération. Et qu'en fait, après, quand tu fais le 3e, mais là, par contre, tu sais que de toute façon, tu vas pas te reposer, tu vois. Oui. donc voilà. Et après, il paraît qu'à partir de 4, c'est quelque chose en effet, que Cécilia disait, il paraît qu'à partir de 4, ça devient même plutôt facile, parce que selon l'autonomie aussi qu'on a fait développer chez les enfants, ben, ils peuvent même aider. Et moi, je le vois ça par contre avec ma grande, donc Sarah, 5 ans et demi, Lucas, 3 mois, là au moment on enregistre. Ben, tu vois, Sarah, elle sait par exemple s'occuper de son frère. Je veux dire, je peux très bien aller prendre ma douche, et Sarah joue avec son frère, elle le stimule, machin, enfin, et c'est cool. Ah bah oui. Tu vois, et je sais qu'il n'y a pas de danger parce qu'à 5 ans et demi, Oui, bien sûr. Elle sait ce qui est dangereux ou pas, tu vois. Ce qui n'est pas forcément possible avec un enfant de 2 et un bébé de 3 mois, tu vois. Et oui, c'est ça aussi, oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai mis du temps. Ça se voit pas aujourd'hui forcément puisqu'elles sont grandes. Enfin, ils sont grands. Je parle de mes grandes. Donc, j'ai quand même eu 4 filles au début. C'est pour ça que je dis elles. Mais en fait, quand tu penses qu'il y en a eu 4 en 5 ans, jusque-là, je peux pas compter. Enfin, tu vois, je peux pas me dire, ah bah oui, elle peut être avec le bébé. Enfin, voilà. Oui. Donc, c'est vrai que ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais il y a quand même. Et est-ce que toi, pendant ce temps-là, une vraie question hein, quand même qui me vient à l'esprit, c'est pendant ce temps-là, ta carrière professionnelle, par exemple, c'est quoi? T'es mère au foyer? Ah non, oui, je suis mère au foyer. Non, mais c'est une vraie question. C'est un choix. C'est vrai que c'était un choix, c'est-à-dire que ça, c'était quelque chose qu'on avait discuté avant. Et moi, j'avais dit que c'était important pour moi d'être présente, en fait, pour mes enfants, que j'avais envie de suivre leur développement et que, bien sûr, après, une fois qu'ils seraient plus grands, même si je pense que des ados ont tout aussi besoin de leurs parents. Hein. Je mets un bémol. Ah oui, non, mais ça, oui. Enfin, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être présent. Mais il n'y a plus le même besoin de présence physique. Voilà, déjà, tu n'as pas à leur torcher les fesses, normalement. Voilà. Enfin, non, oui, mais, j'espère. Tu vois, oui. C'est très clair. Il n'y a pas longtemps, en plus, tu vois, je discutais, moi, avec mon adjointe à l'époque à la FNAC de Poitiers. Son fils avait 11 ans. Et en fait, tu vois, on discutait éducation et tout. Et elle avait très peur de tout. Tu vois, elle voulait qu'il lui arrive rien. Elle avait un fils unique. Et à 11 ans, en fait, par exemple, cet enfant ne savait pas faire réchauffer un plat de pâtes, du lait ou quoi, tu vois. Et moi, sans la juger, j'étais très étonné parce que moi, c'est un truc que j'avais appris petit. Je sais pas, me faire chauffer des œufs, des pâtes, 8, 9, 10 ans. Enfin, à 8 ans, je commençais à le faire peut-être avec ma mère pas loin, mais à 9, 10 ans, si tu veux, c'était autonome, quoi. Et du coup, c'est un truc qu'elle a vraiment bossé derrière, tu vois, qu'elle a vraiment travaillé. Et en effet, en 6 mois, elle s'est aperçue que son gamin, en fait, il y a plein de choses où qu'elle faisait alors qu'il pouvait très bien le faire tout seul, quoi. Donc il y a ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que les ados, de ce côté-là, je pense que, en effet, sur l'aspect relationnel, découverte du monde, développement aussi de sa propre pensée, je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'elles accompagnent. Et a priori, si en termes d'autonomie, on les a laissés un peu faire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient, en termes d'hygiène corporelle et tout, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Je mettais ce bémol parce que des fois, on a tendance à se dire, bah voilà, ils sont grands, ça y est, ils n'ont plus besoin, mais en fait, ils ont un autre besoin. C'est un besoin différent, mais qui demande quand même de l'investissement. Complètement. Et puis en plus, le piège avec les ados, c'est aussi que souvent, aussi par une certaine socialisation de l'adolescence dans notre société et la vision qu'on projette depuis notre monde d'adulte, peuvent potentiellement aussi rejeter partiellement la relation, alors qu'en fait, parfois, le rejet de cette relation, c'est justement un appel, mais à une autre forme de relation. Enfin voilà, je place ça là pour les parents d'ados qui nous écoutent. Je vous invite à lire les travaux de Lélia Benoît sur le sujet, etc. Voilà, elle a écrit beaucoup de choses formidables. Et donc, 8 enfants. Et alors, il paraît que ces 8 enfants ont été élevés dans une forme d'éducation dite bienveillante. Oui. Alors moi je comprends pas parce que j'ai lu plein de fois sur les réseaux sociaux que l'éducation positive, bienveillante et tout, ça marche qu'avec un enfant et que dès qu'on a un deuxième enfant, on s'aperçoit que c'est pas possible et qu'il faut punir et qu'il faut machin et qu'il faut truc. Surtout qu'en plus toi t'as eu des enfants rapprochés. Alors est-ce que tu peux me faire une image comme ça de cette vision d'éducation bienveillante que tu as développée, proposée, de ce que tu penses avoir particulièrement réussi, mais aussi des moments où tu as douté, où tu t'es senti en échec? Alors, pour remettre dans le contexte, en fait, c'est vrai que j'ai une maman qui m'a eu tard, mais qui était au contact d'enfants qui étaient instite, mais qui a été instite... à l'époque, on disait instite, en Polynésie française. Ok, donc elle était professeuse des écoles. Voilà. Okay. Professeure des écoles en Polynésie française. Donc, je parle de ça dans les années
entre 60 et 80. Et ensuite, qui s'est occupé d'enfants handicapés moteurs. Et qui s'est beaucoup intéressée à tout ce qui est pédagogie. Et donc, à l'époque, à Montessori, Maria Montessori, elle a lu, etc. Donc, forcément, elle vient avec ses bagages. Donc, rien n'est parfait. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir grandir avec cette idée, en tout cas, que l'enfant est important. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque où j'étais élevée. Et c'est peut-être ce qui m'a donné aussi un certain recul, c'est que malgré tout, elle a ses bagages. Et donc, bon, voilà, le quotidien n'est pas forcément parfait. Hein. Donc, moi, forcément, je me retrouve là-dedans. Donc, ma maman, elle m'a fait lire Filiosa. Donc, tout ça, je l'ai lu avant d'avoir des enfants même. Parce que c'était un sujet qui me passionnait. Et que c'était là à portée de main. Et donc, voilà. Je me fie beaucoup à ce que je ressens, à mes perceptions. Et donc, il y a des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues et où je me suis dit, ça me semble pas juste, je le sens pas comme quelque chose de juste. Donc, voilà. Donc, quand je suis arrivée avec mon premier enfant, j'avais une idée un petit peu de ce que... Mais je savais pas forcément l'exprimer. Mais je le dis parce que c'est important, parce qu'on vient de deux milieux différents, mon mari et moi. Okay. Et donc, quand on est arrivé au moment de l'éducation, en fait, je savais pas forcément lui dire... Il y avait des choses touchées, mais je savais pas forcément lui exprimer comment faire autrement. Enfin, tu vois, lui dire, en fait, c'est ça qui... Lui, t'es dans un modèle plus traditionnel. Oui. On va dire. Et donc, en fait, je n'arrivais pas forcément à poser des mots. Ça m'a pris du temps, tu vois, à pouvoir... Puis en plus, à l'époque, concrètement, pour les pères, t'as zéro rôle modèle de bienveillance, quoi. Oui. Oui, elle a 16 ans. Donc... Et oui, tu vois. Déjà... Non, c'est important de le dire même aussi. Moi, en tant que mère, je veux dire, il y a plein de choses où je me suis pris, mais j'étais convaincue, j'étais alignée avec moi-même, donc ça me faisait pas forcément flancher. Tu vois, je me disais pas, est-ce que c'est vraiment bien ? J'ai toujours su me remettre en question. Je prenais du recul, je réfléchissais, est-ce que c'est juste ? Pour moi, dans ma famille, je préfère faire comme ça. Puis on verra au fur et à mesure du temps. Et puis je pense qu'on réajuste aussi au fur et à mesure de nos expériences. On a commencé donc avec Rosanne à faire ce qui nous semblait le plus juste, avec des erreurs, bien sûr. Surtout que c'est la première, donc forcément, d'abord, ça fait ressortir toi tes propres blessures. Tu te prends un peu ta propre histoire. D'ailleurs, tu es un spécialiste de l'enfant intérieur. Ça résonne, voilà. Oui, bien sûr. Bon, voilà, il y a quand même quelque chose à travailler. Et puis, on n'a pas forcément toujours, même si tu as la théorie, dans la pratique, parfois, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, donc on a Rosanne. Et puis, écoute, au fur et à mesure du temps, juste, on a continué à... Pour moi, c'était ce qu'il y avait de juste, en fait, de donner sa place à mon enfant. Je ne me sentais pas, si tu veux, alors je vais peut-être surprendre, je me suis jamais sentie comme mon enfant m'appartient. Je l'ai toujours vu comme j'ai cet enfant qui m'est confié et en fait mon rôle, c'est de l'accompagner en fait. Mon but c'est de lui donner les clés, je pense que cette vision-là, ce regard-là, ça m'a permis en fait de continuer au fur et à mesure à avancer sur ce chemin de... Oui, puis de ne pas avoir cette position de possession du coup. Oui, et de dominance. Ouais, ok. Et comment ça se met en place avec 8 enfants au quotidien T'as pas 8 enfants d'un coup. Donc finalement, tu leur apprends petit à petit. Et je pense que quand tu les accompagnes dès le départ avec le plus de bienveillance possible, et donc là, je mets un bémol parce que forcément, ça m'est aussi arrivé... T'as déjà crié sur tes enfants ? De crier sur c'est mes scandaleux. enfants. Voilà, je les ai traumatisés. Mais tu vois... C'est hyper intéressant parce que l'année dernière, on a des amis qui sont venus à la maison. On était un matin un petit peu pressés. J'avais réveillé les enfants et je pensais qu'on avait du temps. Et d'un coup, j'ai vu l'heure et je me suis dit, ah mince, en fait, là, il va falloir partir. Et donc, je commence à presser les enfants un petit peu, tu vois, à faire un peu différemment que je l'avais pris très cool. Cette amie demande à ma fille, mais elle est stressée là. Et donc, elle dit, il faut qu'on avance. Et puis, elle lui dit, mais elle crie pas.
Et puis ma fille, elle dit, ah non, mais ma mère, elle crie jamais. Ce qui est pas vrai, c'est pas vraiment Ce qui jamais. n'est pas vrai. Mais en fait, intéressant. c'est ce que elle, et ça m'a beaucoup, ça m'a interpellée quand je l'ai entendu dire ça, parce que je me suis dit, mais si, c'est pas vrai, j'ai déjà crié, tu vois. Mais en fait, je me suis toujours excusée. Une fois, je suis toujours allée reparler de la situation, de ce que j'avais ressenti, de ce qui, voilà. Et au final, ce qui reste, c'est que elle, ce qu'elle voit, c'est, non, ma maman, elle crie pas. Et alors, du coup, question, puisque vous avez quand même créé une espèce de mini-société, est-ce que maintenant, avec ce recul de 16 ans, de la première, etc., est-ce que tu trouves que dans les relations, dans la Delphi, donc entre frères et sœurs, le fait d'avoir eu ces attitudes-là, d'accompagnement d'une émotion, de reconnaître ses torts, de s'excuser, de réparer, c'est quelque chose que elle et eux reproduisent entre elle et eux? Oui. Et du coup, est-ce que ça facilite les relations, le quotidien pour vous, les parents? Oui, bien sûr. Et même, tu vois, tu parles de 16 ans, donc j'ai quand même ado et pré-ado, on va dire. Et honnêtement, je n'ai aucun problème avec mon adolescente. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ça veut dire qu'on se respecte dans nos positions, qu'on s'écoute et que, voilà, on réajuste en fait. Enfin, honnêtement, pour l'instant, je touche du bois, hein, mais j'ai pas de problème relationnel avec mes adolescents. Et en termes, juste petite parenthèse organisationnelle, du coup, ça demande quand même, j'imagine, une certaine organisation de le matin. Oui, c'est sûr que c'est de l'investissement, mais c'est ce que je dis souvent, parce que donc, j'anime des ateliers. Des ateliers Faber-Maslich, c'est ça? Enfin, basés sur l'approche Faber-Maslich, mais pas que. Et en fait, je dis souvent, vous avez l'impression que ça vous prend beaucoup de temps sur l'instant. En fait, c'est un investissement. C'est un investissement de temps. C'est-à-dire que là, peut-être que ça va vous prendre 5 minutes de plus et c'est même pas dit. Parce que quand tu n'écoutes pas un enfant, que tu le frustres, que tu le grondes, en fait, il est rempli d'émotions. Donc, tout ce qui va suivre après, c'est par ce filtre de cette émotion. Donc, en fait, tu vas te prendre des galères et des galères. L'émotion, elle sort. Voilà. Alors que quand tu l'écoutes, oui, ça va te prendre 5 minutes de l'écouter, de t'arrêter, de voilà. Mais quand tu l'écoutes, après, c'est fini. Oui, un investissement de temps, mais en réalité, après, voilà, la suite, elle est douce. Et puis moi, ce que je vois, alors toi, avec 8 enfants, tu as sûrement un recul encore plus grand, mais moi, ce que je vois déjà, si tu veux, c'est que nous, pendant, je sais pas, 3, 4 ans, tu te fais bien sûr moquer, critiquer, voilà. Puis arrivé 5-6 ans, et notamment avec l'arrivée de la gestion pour l'arrivée de Lucas dans la maison, où Sarah le vit très bien, même quand elle a des émotions désagréables, en fait, ça se passe bien. Bon, il y a l'écart d'âge d'une part, mais justement, il y a tout ça qu'on récolte. Oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que les personnes qui nous ont critiqués pendant des années, mais même proches, tu vois, viennent nous dire « Ah, mais comment vous avez fait ?» Et ça, c'est vraiment un vrai truc parce que, tu vois, tu parles d'investissement temps. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que cet investissement temps-énergie, et c'est notamment ce qui a justifié pour ma part cet écart d'âge, parce que je voyais bien le temps et l'énergie que ça demandait de cet accompagnement-là. Mais en fait, quand tu commences à récolter les fruits, c'est juste dingo, quoi. Mais c'est vraiment dingo. C'est pas de prise de tête quand il y a un stress de temps et tout. Enfin, c'est vraiment dingo. Quelques-uns de tes enfants sont aussi passés en instruction en famille. Oui. Alors, c'est Jeanne qui a fait l'instruction en famille. Pour la petite histoire, en fait, Benjamin et moi, on avait pour projet de famille de faire l'instruction en famille, il y a 16 ans en arrière. Enfin, 16 ans. 13 ans. Au moment de l'inscription, enfin au moment des 3 ans donc de Rosanne, il se trouve qu'on est à côté, notre maison est vraiment juste à côté d'une école privée. Alors en Bretagne, il y a des écoles privées partout et donc c'est des écoles familiales en fait. Hein. C'est pas des écoles élitistes. Enfin, je précise parce que ici à Toulouse, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Oui, comme à Bordeaux. Hein, voilà. À Bordeaux Mais en Bretagne, t'en as à tous les coins de rue. Donc c'est plus le côté familial, investissement, tu vois. Oui, puis en Bretagne, t'as cette historique aussi du fait que comme la population, c'est un ami breton qui m'expliquait ça, comme la population locale voulait que la langue que le breton reste enseigné, en fait, c'est notamment ce qui explique ce pullulement d'écoles hyper familiales, hyper en proximales même, justement parce qu'en fait, l'État avait dit « Ok, débrouillez-vous ». Et du coup, ils se sont débrouillés. Alors, je mets un petit bémol parce que je suis en train de me dire, j'ai dit la Bretagne, mais j'étais à Nantes. Hein. Alors, bon, pour les puristes, c'est pas la Bretagne, hein, Nantes. Mais bon, tu vois, voilà. Bon, à Nantes aussi, il y a des c'est écoles. Pas très loin, voilà, c'est ça. Disons, pour faire plaisir à tout le monde, disons qu'il vaut mieux manger du beurre salé. Voilà. Comme ça, tout le monde est content et on oublie.
Mais du coup, on a cette petite école, on la visite, on la trouve géniale. Moi, je retrouve quand même des maîtresses formées à différentes pédagogies, très bienveillantes. Il y a du Montessori, enfin bon, tu vois, je m'y retrouve. C'est des petites classes, je trouve ça très convivial. Et je me trouve aussi dans une situation où donc je vais avoir ma 3e, là, à la rentrée. Et je me sens un peu seule. Parce que finalement, tu vois, ça m'a un peu... j'ai mes enfants à m'occuper et je connais pas d'autres mamans. Je suis arrivée, en fait, moi, à Nantes parce qu'on s'est mariés. Benjamin fait ses études là-bas, mais en fait, c'est pas l'endroit où j'ai grandi, donc je connais personne. J'arrive, je connais pas, tu vois, d'association. À ce moment-là, c'est pas du tout un sujet, hein, donc il y a pas forcément où il faudrait creuser vraiment beaucoup plus. Du coup, je me sens un peu seule et je me dis, ça va être un moyen de créer du lien. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de créer du lien. Donc, on se sent bien avec cette idée. Donc, Rosanne fait son entrée dans cette école. Et au final, du coup, Emma, Mélodie, voilà, tout le monde, elles vont continuer. Puis, on déménage à Toulouse. Du coup, je me dis, je vais chercher une école privée. On n'est plus du tout sur le même contexte, ni financier, ni l'idée même du privé. Donc, donc on décide de les mettre dans l'école du village où on va louer une maison. Le choc des cultures a été un peu rude, je dois dire. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé... Toi, tu disais pas chocolatine, quoi. Ouais, déjà, je disais pas chocolatine. Et puis, tu vois, nous, on venait d'une école où les parents étaient hyper investis. On arrive et c'est pas du tout le même investissement. C'est une école publique. Voilà, on vient, on dépose. Et elle rentre à l'école. Et puis, Jeanne, elle a ses spécificités. Donc, elle bénéficie pendant plusieurs années de maîtresses très bienveillantes à l'école maternelle. Il y a aussi de la bonne réputation, on va dire, de ses grands frères et grandes sœurs. Okay. Ce qui joue énormément malgré tout, parce que le regard est bienveillant. Sur un bon rapport. Voilà. Donc, et puis arrive un moment où ça devient trop compliqué. Et donc, on décide. Après, et alors là, je vais te faire plaisir. Après mûre réflexion, ça a été un sujet pendant longtemps. Et on était décidés, mais il y avait un petit quelque chose qui... Je me sentais tiraillée. Et en fait, j'ai écouté ton podcast. Ok. Avec France Tronel. Je me suis dit, c'est bon. Et donc, voilà. Donc, du coup, on s'est lancé dans l'IEF avec Jeanne. Ça a été un réajustement parce que, pour le coup, j'avais les horaires scolaires pour les autres. Oui. J'avais Thomas qui était tout petit. Oui. Et puis, j'avais Jeanne à qui il fallait faire l'instruction. Il fallait trouver ses marques aussi, puisque forcément, elle sortait d'un système scolaire, donc il fallait réussir à trouver comment l'encadrer, comment la diriger, pour que ça soit c'est pas évident, juste. Hein. C'est pas évident. Puis en plus, les enfants qui sortent du système scolaire, et je le vois très bien avec Sarah, qui elle est rentrée dans le système scolaire, mais heureusement avec un certain accompagnement de la maîtresse, sont des enfants en fait qui ont désappris à s'auto-occuper, qui ne veuillent plus être ennuyés, qui ne savent plus s'ennuyer, qui savent pas non plus forcément comment créer eux-mêmes leurs propres activités et tout. Et c'est vrai que c'est pas évident, cette sortie de la scolarisation. J'ai des amis qui ont connu ça aussi, et ça aide pas en fait. Ça aide pas parce qu'en plus, il y a un vrai sentiment pour les parents qui le vivent, parfois d'incompétence du coup, dans l'accompagnement de son enfant, alors qu'on est censé prendre une décision pour son bien, mais on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, donc c'est un gros moment de doute aussi. Alors, je sais pas si je me suis... C'est vrai ce que tu dis, peut-être que c'était un peu moins prégnant chez nous, le fait de ne plus savoir s'ennuyer, parce que j'y ai travaillé en off. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu notre quotidien aussi. Oui, mais c'est ça. Il y a des moments où ils ont besoin de savoir, en fait... s'occuper, et donc son plus gros souci, ça a surtout été de retrouver confiance en elle, en fait, dans quelque chose qui était peut-être un petit peu moins scolaire, d'avoir cette confiance qu'elle pouvait y arriver et qu'elle avait les capacités. Donc on a fait 2 ans, et puis elle est retournée à l'école là en septembre. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien avec son professeur. Non, mais c'est important de ça se passe très bien aussi avec son professeur, honnêtement. Je m'étais dit, parce qu'il y a eu une période de mon cancer dans cette instruction en famille. Justement. Donc, je m'étais dit, est-ce qu'il va y avoir, tu vois, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un peu moins, même si ma maman venait lui faire l'école à ce moment-là, enfin faire l'école. Qu'il y a eu un moment où voilà, il y a eu une petite baisse, mais finalement non, elle a un très bon niveau. Justement, tu évoques le dernier sujet que je voulais aborder, c'est qu'au bout de ça, 8 enfants, cancer. Cancer de quoi ? Cancer du côlon.
Cancer du côlon. Ouh, en plus. Ok. Comment t'apprends ça? Sorti de nulle part. T'apprends ça quand? Comment ça se passe? Combien de temps après la naissance de ton dernier? Quelques jours avant ses 2 ans. Quelques jours avant ses 2 ans. Ok. Oui. Je l'allaite toujours. Parce que du coup, j'ai fait des allaitements longs. On a une étudiante américaine à ce moment-là, qu'on avait accueillie. En jeune fille au père? En fait, elle venait pour un programme scolaire. Donc, on l'hébergeait, mais elle allait au lycée, en fait. On l'emmène pendant les vacances de printemps, là. On l'emmène au Mont-Saint-Michel, au Puy-du-Fou. Voilà, on lui fait un petit voyage avant qu'elle reparte fin mai. Et on rentre et je me sens pas très bien. Je me dis, bon, on n'a pas dû manger très bien. Tu vois, on a mangé beaucoup de pique-niques. J'ai un transit pas très bon. Donc j'essaye de voir comment je peux l'améliorer avec des choses, en mangeant plus de fibres, etc. Et puis, au bout de 2 semaines, en fait, on est censé repartir pour le week-end de l'Ascension en camping avec mes beaux-parents, mon beau-frère, ma belle-sœur. On est censé tous se retrouver pour ce week-end de l'Ascension à 4h30 d'ici. Donc, je suis en plein dans les préparatifs et on est mardi soir. Et je dis à mon mari, enfin d'un coup quasiment, quoi, en 1 heure, je lui dis si je pensais que je pouvais être enceinte, je te dirais que j'ai fait un déni de grossesse et je suis en train d'accoucher. Ça m'a pris d'un coup, mais partout, quoi, dans le dos. Enfin, je dis c'est trop bizarre. Et bon, je me dis ça va passer, je m'allonge. Et puis le mercredi, j'appelle SOS. Mon médecin n'était pas joignable, donc j'appelle SOS médecin et je dis, je donne mes symptômes et on me dit c'est une intoxication alimentaire. Donc on m'envoie une prescription. Donc il m'avait pas vu, c'est par téléphone. On m'envoie une prescription pour à la pharmacie pour que j'aille chercher des médicaments pour une intoxication alimentaire. Le soir, c'était pire. Et je me dis, je pars demain au camping à 4h30 d'ici. Ça va pas du tout. Enfin voilà, donc je rappelle, on me donne un rendez-vous avec SOS médecin à côté de chez moi et puis quelques palpations. Bon, c'est une intoxication alimentaire rentrée, mais vraiment ça n'allait pas du tout. Je le sentais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc j'ai atterri à l'hôpital. Je décris toutes ces étapes parce que je pense qu'elles sont importantes pour se rendre compte que c'est bien de s'écouter. Ah oui, non, mais y a pas j'atterris à l'hôpital et à l'hôpital, en fait, ils me mettent sous tramadol et primpéran parce que du coup, j'avais commencé à vomir. Je vois aucun médecin, personne, j'ai pas d'autres examens. D'accord. On me palpe à peine. Genre, à 8h, on me dit, vous pouvez rentrer. Et là, je rentre chez moi et mon mari, c'était le moment normalement où on était censé partir. Donc nous, il faut savoir que puisque nous sommes 10, et en plus là, on avait l'étudiante, on est 11, on doit prendre 2 voitures. Donc je lui dis, écoute, là, je peux pas conduire, vas-y. Et puis moi, je reste là, je vous rejoindrai en fait. J'ai dit, une intoxication alimentaire, ça dure pas non plus ad vitam aeternam, quoi. Donc normalement, demain, j'irai bien. Ils décident de partir finalement, parce que les enfants, ils avaient vraiment envie de retrouver leurs cousins, cousines, tout ça, donc il n'était pas très serein. Il s'en va. Bon, moi, mon état s'empire. Et le vendredi matin, il m'appelle et je lui dis, écoute, je vais devoir aller à l'hôpital encore, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de partir. Donc j'appelle les urgences. Donc, on m'a un peu envoyé bouler, parce qu'ils ont l'historique, en fait, apparemment, de tes appels. Je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour vous ? Voilà, je dis là, en fait, si vous venez pas me chercher, mon mari va vous retrouver morte. Mais c'était vraiment, en fait, ce que j'ai dit, mais c'était vraiment mon sentiment, quoi. Il y a une ambulance qui est venue me chercher, on m'a amenée aux urgences et j'ai fait un examen et bon, tout est allé très très vite parce qu'en fait, donc ils ont vu que j'avais une lésion. Ce que moi, je n'ai pas compris à la base. Le mot lésion, tu vois. Pour moi, une lésion, c'est une coupure, quoi. Tu vois. Et oui, ça va très vite une fois que le diagnostic est identifié quand même. Ouais. Et, du coup, ils ont dit on opère en urgence. Et en fait, quand ils ont opéré, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas enlever la tumeur puisque j'étais c'était trop inflammé, en fait. Du coup, j'ai eu une stomie. Tu peux préciser stomie pour les personnes qui ne connaissent pas? Allez voir le compte de Stomie Busy. Oui, bien sûr. C'est un anus artificiel. Donc en fait, tu te réveilles. Moi, je ne savais pas. Honnêtement, j'ai toujours entendu le mot anus artificiel. Je ne me suis jamais posé la question de ce que c'était. Donc tu te réveilles avec ce trou dans le ventre, là, cette poche, et sorti de nulle part. Ça a quand même été sur le moment... C'est parce qu'en fait, ils enlèvent la partie du côlon. Là, ils n'avaient pas pu enlever. Ils ont juste ouvert parce qu'en fait, il y avait une occlusion intestinale. En fait, c'était au bord d'éclater, quoi. Ah, oui, ok. Donc, il fallait décharger. Ça s'appelle une stomie de décharge
pour pouvoir aller investiguer. Bon, D'accord. tout de suite, hein, ils ont parlé de cancer. Ils ont tout de suite. Oui, bien sûr. Mais il fallait pouvoir aller investiguer. Mais pour faire ça, en fait, il fallait que ça soit moins enflammé, en fait. Donc, tu te réveilles avec ça, dis d'aller voir le compte parce que je ne connaissais pas ce compte-là. Et c'est ma belle-sœur, que je remercierai jamais assez, qui m'a envoyé, en fait, une capture de son compte. Oui, tout à fait, oui. Et ça m'a permis de dédramatiser. Stomy Buzzy sur Instagram, qui est une illustratrice et enseignante aussi, je crois, qui en effet permet de dédramatiser, de parler de ce quotidien avec cette poche, et c'est important. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de le vivre plus sereinement. Okay. Du coup, je suis restée quelques jours à l'hôpital, le temps de faire plus d'examens, de se remettre aussi. Et puis, tu rentres à la maison et on te dit, on vous rappelle, puisque il y avait eu un prélèvement, on vous rappelle quand on a les résultats, quoi. On te donne quand même un rendez-vous un mois après, au cas où. Et puis, en fait, au bout de 2 semaines, ils m'ont demandé de revenir pour faire d'autres examens. J'ai compris que ça n'allait pas. Parce que je leur ai dit, vous avez les résultats. Ils m'ont dit non. Je me suis dit, OK, ça prend plus de temps. Ils me demandent de faire plus d'examens. Ça va pas le faire. Et puis, on m'appelle quelques jours plus tard pour avancer d'1 semaine mon rendez-vous. J'arrive et puis voilà, cancer, stade 3. Et puis en fait, tout s'enchaîne. Stade 3, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça implique quoi? C'est quoi un stade 3? Alors en fait, donc ça va de stade 0, je crois, à stade 4. Ah oui, stade 3, tu vois, c'est juste avant... le terminal. Ouais, voilà. Okay. Avant que ce soit vraiment métastasé. D'accord, pas cool. Non. Ouais. À ce moment-là, je trouve que, tu vois, moi, j'étais arrivée préparée. J'avais cherché, j'avais fait des recherches, je m'étais renseignée pour être préparée, pour entendre ce qu'il allait me dire. Parce que je m'étais dit, il va me parler avec des termes, bien sûr, médicaux. Mmh. Donc, je veux pouvoir tout comprendre et capter. Mmh. Et en fait, je me dis, on me dit rien, en fait. Jamais, à ce moment-là, on prononce le mot cancer. Ah ouais. Jamais. Ok. Je lui dis, mais du coup... Donc j'ai un cancer et à chaque fois il le dit pas, quoi. C'est vrai que la communication j'ai trouvé pas forcément facile. C'est ce qu'il y a. Moi, si tu veux, par rapport à ça, si tu veux, moi, mon père a une leucémie. Il n'est pas en rémission, mais il va bien. Et par contre, j'avais été bluffé, moi, justement, par l'équipe. Mais ça doit dépendre bien entendu des situations, il n'y a pas de débat, mais en tout cas moi j'avais bluffé juste pour dire qu'il y a d'autres vécus possibles, parce que en fait il avait fait une prise de sang le matin, il part en service spécialisé le soir à 20h, enfin je l'amène, et à 20h30 on lui dit cancer, quoi. Et le lendemain matin à 8h il commence sa chimio. C'était extrêmement rapide. C'était peut-être dû aussi à la forme de leucémie qu'il avait, mais voilà. Donc, toi en tout cas... Mais moi on m'a parlé de cancer à l'hôpital, tu vois, en mai quand j'y arrive. Ouais, rapidement, quoi. Mais par contre au moment où ils ont les résultats, où ils ont la napate, où la tumeur a été analysée, on me dit juste le cancer est pas... Mais il le prononce pas, j'ai beau dire donc j'ai un cancer, il parle d'adénocarcinome, donc oui c'est un cancer, mais toi, t'aurais aimé c'était pas fluide. Toi, t'aurais aimé qu'on te dise en tout cas, vous avez un cancer à de tels stades et oui, que ça soit plus fluide. Okay. C'est vrai que je comprends que c'est pas le cas de tout le monde. Et d'ailleurs, avec mon oncologue, ça a été pareil. Tu vois, finalement là, j'ai eu un rendez-vous le mois dernier et j'ai dit c'est vrai que j'étais peut-être pas facile, mais pour moi, c'est mon corps en fait, et je veux pas être infantilisée. C'est pas qu'entre vos mains en fait. Oui, bien sûr. Je suis moteur de tout à fait. de ce qui m'arrive. Et en même temps, ça peut être d'autres personnes peuvent avoir une sensibilité différente. Donc c'est pour ça que je dis c'est mon ressenti. Bon, en tout cas je me fais opérer 1 semaine après, une grosse opération quand même. J'ai toujours la poche. Au moment de l'opération, ils peuvent me remettre en continuité, donc je me réveille sans la poche. D'ailleurs, c'est la première chose que je demande parce que je savais que en fait, si l'opération se passait bien et que c'était dans les meilleures conditions, ils pouvaient remettre en continuité. Donc, s'ils ne remettaient pas en continuité, c'était que c'était bof. Donc, je me réveille, je suis dans les vapes et je dis, est-ce que j'ai toujours la poche? Celui qui était là à côté, le soignant, il soulève, non. Je suis retournée dormir. Ok, bonne nouvelle. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je reste pas très longtemps à l'hôpital à ce moment-là. Et puis après, c'est chimio. Alors c'est chimio à partir de fin août. D'accord. Pour faire la chimio, on me pose un porte-à-4. Donc ça, c'était ma grande angoisse. C'est quoi le porte-à-4? Donc le porte-à-4, c'est un boîtier qu'on positionne sous ta peau.
au niveau de l'épaule, là, sous l'épaule. Et en fait, c'est comme un cathéter, mais qui utilise les gros vaisseaux pour pas abîmer les petits, en fait. Surtout que moi, c'était compliqué de me piquer. Donc, il me positionne ça, et puis chimio 2 jours après, on commence. Chimio qui s'est pas hyper bien passé. Alors, je n'ai pas perdu mes cheveux. Non, mais en fait, bon, selon les types de chimio, tu as des effets différents. Oui, bien sûr, Moi, c'est pas un cancer hormonal, donc en fait, mais par contre, par exemple, j'ai perdu tout ce qui était motricité fine. En fait, ça attaque tes nerfs, et donc en fait, le bout des doigts, je ne les sens plus. Je ne les sens plus. Parfois, plus normalement, juste, j'ai une sensation, mais très lointaine. Donc voilà, c'est pas forcément des choses qui se voient, mais c'est surtout, oui, ça a été plein d'effets secondaires. Voilà, même l'oncologue, en fait, il était un peu perdu, quoi. Il s'attendait pas à ce que je réagisse aussi fort, mais pour remettre dans le contexte, probablement que le Doliprane était mon plus fort médicament toute ma vie, donc bon. Donc voilà, et puis du coup, on essaye de faire. Donc Benjamin, il a pu être en télétravail. Ah, ça c'est cool. Pendant tout le temps où j'ai été malade. Ça lui a permis de continuer à travailler, de ne pas se mettre en... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, thérapeutique, là, congé thérapeutique. En mi-temps thérapeutique. Mi-temps thérapeutique, oui, voilà. Il y a une possibilité aussi pour les aidants familiaux d'avoir une adaptation du temps de travail. Oui. Donc voilà, le fait qu'il travaille à la maison, ça a permis qu'il n'ait pas besoin de prendre ce mi-temps thérapeutique. Et puis il y a ma maman qui s'investit. Donc en fait, la chimio, c'est... Je vais le lundi à l'hôpital. Donc là, on me diffuse un premier produit, ensuite un deuxième produit, et je repars avec un Baxter. Donc c'est une petite bouteille où il y a le liquide de chimio dedans, et je suis branchée en fait, et pendant 48 heures. Donc, le mercredi soir, il y a l'infirmière vient tous les jours, et le mercredi soir, elle me l'enlève. Donc, ces 3 jours, je suis un peu out. Hein. Et puis, le jeudi, vendredi, c'est un peu dur aussi. Et puis après, la semaine d'après, ça va. Et puis, on rebelote. C'est 1 semaine sur 2, en fait. Voilà. Pendant combien de temps ? Du coup, 6 mois. J'hésite sur le 6 mois parce que, en fait, c'est moi qui ai fini par dire à mon prochain rendez-vous d'oncologue officiel, après avoir repassé un scanner, etc., qui finit par mettre sur la table, on pourrait pas arrêter. Donc en fait, j'ai pas fait les dernières qui étaient programmées. Parce que en fait, comme il a dit, moi je suis arrivée en lui présentant moi ce que je ressentais, et il était d'accord avec le fait que le bénéfice-risque n'était pas respecté. C'est-à-dire que ça me provoquait quand même beaucoup de problèmes autres. Donc notamment, en fait, on a arrêté parce que j'avais une stéatose hépatique médicamenteuse, et que c'était un nouveau problème, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, vu que avec un cancer du côlon, le risque, c'est de pouvoir aussi avoir un cancer du foie. Si avec le médicament, tu affaiblis le foie, c'est plus le bénéfice est pas respecté. Ah, mais de toute façon, c'est une suite de décisions et de bénéfices-risques à observer. Donc du coup, t'arrêtes. Donc du coup, on arrête. À ce moment-là, il me dit pas vous êtes en rémission. Je sais pas trop en fait. La première fois, on arrête, mais bon voilà. Je suis suivie tous les 4 mois. Bon, en fait, j'étais en rémission, mais voilà, il n'avait pas. Oui, mais de toute façon, il y a un délai d'observance pour et voilà. Et donc j'ai eu un rendez-vous le mois dernier. Je suis toujours en rémission. C'est cool. Ouais, c'est chouette. Bon, ça sera pas tout de suite que je serai déclarée guérie. C'est 5 ans après la fin des traitements. Mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Et puis petit à petit, je récupère. Parce que malgré tout, on parle beaucoup de la maladie, mais on parle très peu de l'après. Et je pense que l'après est compliqué. Du jour au lendemain, tu redeviens qui tu étais avant, mais sauf que tu ne l'es pas. En fait, pour tout le monde, je pense que c'est rassurant. Et du coup, c'est comme avant. Mais non. Mais en fait, non, t'es pas comme avant. T'as pas les mêmes capacités. Surtout au début, parce que la chimio, elle était là il y a 2 semaines, quoi, tu vois. T'es pas là tout de suite. Et puis 6 mois de chimio, ça épuise ton corps, ça épuise l'esprit, ça épuise plein de choses, quoi. Donc, Du coup, t'es pas tout de suite, mais tu vois, au moment où on a dit rémission, 2 jours après, mon mari, il était de nouveau au travail à son bureau. Voilà. Et voilà, pendant le temps où j'étais en chimio, j'ai un groupe d'amis qui s'est relayé. En fait, ça a été vraiment une vraie bénédiction pour nous apporter des repas chaque semaine de chimio. Donc en fait, pendant les semaines de chimio, on avait des repas qui nous étaient surtout apportés. pour 10 personnes, quoi. Ah non, mais c'est beau. C'est un beau cadeau. Ouais. On a été très très soutenus.
Enfin voilà, on a reçu beaucoup d'amour. Et donc voilà, mais du jour au lendemain, voilà, je dois refaire des repas. Enfin, ce qui est normal, hein, tu vois, je le remets pas en cause, bien sûr. Mais je dois refaire des repas. Mon mari, il est de nouveau au travail. En fait, je dois gérer le quotidien comme avant, mais j'ai pas l'énergie d'avant. Donc en fait, au début, c'était, je faisais ma journée avec mes enfants, mais j'arrivais, normalement, j'ai, tu vois, au moins 2 journées, quoi. Une fois qu'ils sont couchés, il y a tout l'après pour l'organisation. Mais en fait, j'étais incapable de faire l'après. Et quelle solution vous avez trouvée alors ? Mon mari, il a continué à porter beaucoup, honnêtement. Okay. J'ai eu un mari formidable. Sincèrement, enfin bon, on peut dire normalement, ça devrait être normal, mais ça allait pas forcément. Et je suis très, très reconnaissante. Je pense qu'il a aussi joué un très grand rôle parce que je ne me suis jamais sentie moins belle, moins, je sais pas, moins importante, moins désirable, moins à travers le moment où j'avais ma stomie ou même après, parce que j'ai un corps qui est quand même déformé un petit peu par les opérations. Et puis, il a été très soutenant, quoi. Il a pris en charge et après 16 ans à avoir utilisé une éducation positive et bienveillante, ouais. Tu en vois les bénéfices à ce moment-là parce que malgré tout, chacun a été à l'écoute des émotions les uns des autres. Ouais, important. Ouais. Et il aurait pu, je veux dire, il était submergé par tout ce qu'il devait porter. Il devait porter pour nous 2 et pour 8 enfants, c'est pas rien. Mais il a pris le temps d'écouter, d'accueillir. Et donc, non, franchement... Donc, il a continué quand même à porter plus pendant un moment. Et puis, petit à petit, j'ai retrouvé des forces. Et puis... Le comme avant est vraiment redevenu comme avant. Je pourrais pas dire qu'il y a un comme avant. Okay. Honnêtement, c'est pas comme avant. Mais je suis capable d'être présente et d'assurer, d'assurer ce qui a besoin d'être fait. Mais bravo, en tout cas. Tu te dis des fois bravo, Samantha ? Maintenant, oui. Maintenant, oui ? Ouais. Avant, non ? Honnêtement, la maladie, ça a été un vrai tremplin. T'es fière de toi, de vous ? Oui. T'arrives à le dire ? Oui, que je suis fière de nous, oui. Cool. Ouais. Merci beaucoup, Samantha, pour tout ça. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.